Ça m'amuse beaucoup et en même temps, ça me désole parce que si on revient 18 mois en arrière, rappelez-vous, au mois de mai 2017, il y a eu ce deuxième tour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il y a toutes ces personnes du camp du bien qui sont allées défendre Emmanuel Macron en disant qu'il préserverait les libertés. Dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Face aux sombres fascistes, Marine Le Pen, qui nous imposerait un contrôle de l'opinion, comme on pourrait dire Vladimir Poutine en Russie, etc. Et là, on en est où? On en est à parler de loi fake news. On en est à parler de lois anti-casseurs qui sont totalement restrictives pour nos libertés publiques. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faudrait essayer de méditer, d'essayer de réfléchir, de se dire qu'il y a toutes ces personnes du bien, du camp du bien, qui aujourd'hui doivent être mises en cause. Je ne pense pas simplement aux hommes politiques, je pense également aux journalistes. Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine? C'est cette fameuse polémique sur la Ligue du LOL. Vous imaginez tous ces journalistes qui viennent de Libération, des Inrocks, qui passent leur temps à justement donner des leçons de morale à la droite en disant que ce sont de sombres homophobes, des sexistes. Ce sont eux qui aujourd'hui sont accusés. Ce ne sont pas les journalistes de Valeurs Actuelles ou du Figaro, vous savez, ces réactionnaires. Et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les citoyens, ils vont justement donner leur part de vérité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi la proposition de loi d'Édouard Philippe, il y a 2 jours, est extrêmement inquiétante là-dessus. Parce qu'elle veut maintenir le contrôle. Mais où il explique qu'il va falloir justement contrôler la pensée sur les réseaux sociaux. C'est très flou et c'est justement ça le problème. Emmanuel Macron a annoncé qu'en fait, il était pour finalement la levée de l'anonymat sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu parles de la Ligue du LOL. Est-ce que quelque part, on ne peut pas se dire que l'anonymat sur le net, ça amène quand même à ce qu'on humilie des gens, c'est beaucoup de violence. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que l'anonymat permet quoi? Ça permet de tâter le pouls de la société. C'est vraiment important là-dessus, parce que les hommes politiques aujourd'hui ne sont plus représentatifs. Et donc quelqu'un d'anonyme, il pourra plus facilement exprimer son opinion, parce qu'aussi, si on a des opinions, harceler quelqu'un plus facilement. Je pense Tatiana peut le comprendre, moi je le comprends, si on a des opinions plutôt transgressives, d'être dans une entreprise, c'est compliqué. Et donc si on lève l'anonymat là-dessus, on ne pourra plus voir ce que pense réellement le peuple, et le jour où il se soulèvera, ça sera pour une révolution. Pour lever l'anonymat sur Internet, ou pour réguler l'expression, des citoyens sur Internet, ils ne feraient pas ça. Au début de la crise des Gilets jaunes, ils ont commencé par nier, en disant de toute façon ce sont des extrémistes, et c'est toujours cette façon de décrédibiliser un mouvement. Et au final, ils ont réussi par comprendre, en voyant les gens dans la rue, en allant enfin sur le terrain, que c'était extrêmement grave ce qui se passait dans cette société. Et on le voit bien avec Juppé aujourd'hui, qui était à moitié en pleurs à Bordeaux, qui dit « je ne comprends pas cette violence, mais je suis désolé, ça fait une 40aine d'années que cette violence, on la voit. Il faudrait qu'il sorte un peu de Bordeaux, justement. » Et ça m'inquiète que cette personne-là finisse au Conseil constitutionnel. On rappelle qu'il a été nommé au Conseil constitutionnel, ça vient d'être annoncé là. Oui, et alors justement, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu parlais d'un 2 poids 2 mesures au final tout à l'heure. Tu disais qu'il y a 2 poids 2 mesures entre finalement, par exemple, ces gens de la Ligue du LOL qui pendant des années étaient l'incarnation d'une forme de moralisme journalistique et qui n'ont pas subi véritablement une surveillance assez assidue. Comme Hollywood avec Weinstein. Voilà, exactement. Et puis de l'autre côté, le public est parfois prompt à condamner certains responsables politiques. Alors justement, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains projets de loi qui peuvent passer en France, est-ce que c'est pas justement un 2 poids 2 mesures dans la considération des choses? Parce que, rentrons dans le dur. On va prendre la loi anti-casseurs, là, qui vient de passer, dite anti-casseurs, qui vient de passer récemment. Si cette loi était passée en Pologne ou en Hongrie, qu'est-ce que le public aurait dit? Parce qu'il y a quand même une mesure dans cette loi, on le rappelle aux téléspectateurs, qui dit clairement que demain, un préfet peut, sur simple présomption d'une menace que pourrait représenter un individu, lui interdire de manifester. Vous imaginez en Pologne ou en Hongrie? On aurait fait quoi? On aurait fait ce qui s'est passé avec les sanctions contre Viktor Orban, vous savez, où une partie de la droite et des Républicains et massivement les députés En Marche, les eurodéputés à Bruxelles, ont voulu sanctionner Viktor Orban en disant, vous imaginez, il porte atteinte aujourd'hui aux libertés publiques de son peuple. J'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas de gilet jaune. Chez Orban, il a été réélu massivement. Donc arrêtons de donner des leçons de morale à ces pays. Et ce n'est pas moi ce soir qui vais commencer par le faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aussi méditer. C'est que c'est en France qu'il faut s'occuper des Français. Les Français ne sont pas des Allemands, ce ne sont pas des Suédois. Il va falloir aussi arrêter de résoudre la crise des Gilets jaunes en s'inspirant de l'étranger. Non, écoutons les Français, construisons quelque chose ensemble. Les gens en ont marre. OK, on fait comment? On change quoi? Alors justement, moi j'avais une question à ce sujet-là, parce que dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure de Thomas Bonnet et Antoine Boitel, il rappelait qu'il y a eu notamment une loi qui est un peu passée inaperçue, qui
qui est la loi sur la programmation militaire, qui permet maintenant au renseignement intérieur d'exploiter le recueil de données de communication sur les résidents français. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, le ministère de l'Intérieur peut écouter légalement les résidents français s'ils constituent une menace aux intérêts de la nation. Alors, le truc, c'est que en étant avocat du diable 2 secondes, certains diraient c'est de la surveillance de masse, d'autres diraient c'est la suite logique des choses. On a eu des attentats très graves à Nice, on a eu des attentats très graves au Bataclan. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment accepter, pour être en sécurité, d'être sur écoute, en fait, tout simplement, Éric ? C'est là où, en fait, les soi-disant libéraux, aujourd'hui, voient la limite à leur vision no borders du monde. Parce que si on en vient à justifier des lois qui vont aller contre les libertés publiques des Français, c'est aussi que pendant des années, on a cru qu'on pouvait ouvrir nos frontières à tout va, qu'on pouvait avoir du multiculturalisme à tout va. Et au final, aujourd'hui, depuis 2015, on a vu qu'il y avait des attentats. Et donc, on essaye de répondre avec des lois qui vont être liberticides. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on explique aux Français et qu'on leur montre qu'aujourd'hui, il faudrait aller résoudre le problème. À la base, il faut lutter contre l'islamisation de la société, il faut être capable de rétablir des doubles frontières nationales et européennes, il faut une vraie politique là-dessus. Parce que si on ne le fait pas, ce seront nos libertés publiques qui seront utilisées. Après, et je pense que c'est là où c'est directement un lien quand même entre immigration, ouverture des frontières et attentats. Mais tout à fait, je suis désolé, il y a évidemment un lien. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont potentiellement des terroristes, c'est absolument pas. C'est ça que je dis. Je dis simplement qu'il y a un risque. C'est ce que ça fait penser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, non pas de tout le monde, c'est la liberté des Français. L'homme politique, il est élu par les Français, il est là pour préserver et garantir la liberté des Français. Et après, en revanche, je suis désolé, mais la liberté des migrants, des gens qui n'ont pas cotisé, qui ne sont pas citoyens français, eh bien, s'ils ont derrière un risque, notamment d'être des salafistes, pour le coup, on peut avoir des mesures qui peuvent être attentatoires. Je pensais notamment à la proposition dont on a parlé tout à l'heure, la capacité de renvoyer des réfugiés chez eux, la capacité également de fermer des lieux de culte qui peuvent être financés par l'étranger ou qui peuvent avoir des connivences avec le salafisme. Tout ça, il faut être capable de le permettre. Moi, je pense qu'on a tort de poser le débat. Si, il est là, il est tout seul de son côté. Justement, sur les 2 interventions, dans le fond, on entend parler de solidarité, on entend parler de projets communs. Mais ce qui est vrai, c'est ça qui manque aux Français aujourd'hui. C'est de leur dire où on va, vers où on se dirige, quel est ce qui réunit tout le monde. Justement, il faut définir quelle est la culture française, quelle est notre identité. Pas juste parler de solidarité parce que tout le monde va être d'accord là-dessus. Et vous savez, En Marche, d'ailleurs, ça symbolise énormément la mentalité d'Emmanuel Macron. En marche vers où ? Ce qui compte, c'est pas le chemin, ce qui compte, c'est la direction. Et aucun homme politique aujourd'hui est capable de dire « on va ». Et pour réagir justement sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, lorsqu'elle parlait de dire « il ne faut pas tomber dans le communautarisme », je suis évidemment d'accord avec ça. Mais derrière, il ne faut pas juste parler des valeurs de la République. Ça veut dire quoi aujourd'hui, les valeurs de la République ? Aujourd'hui, c'est déjà les valeurs de la République française et d'essayer d'être capable de voir quelle est la civilisation qui nous regroupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que c'est notamment une civilisation qui va être judéo-chrétienne au niveau français et au niveau européen. Attendez, parce que là, on s'éloigne un peu. Pour revenir à l'État pour revenir à l'État, finalement, qui se mêle de tout, on a quand même quelques cas qui nous ont choqués ces dernières semaines. Enfin, je ne sais pas si ça vous a choqué, vous, mais nous, on en a beaucoup parlé. On a, par exemple, récemment la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart, quand même par le parquet de Paris. C'est quand même pas rien. Mediapart a parlé d'atteinte au secret des sources. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce genre de situation ? Pour être très honnête, là-dessus, j'ai pas réellement d'avis, parce que j'aimerais bien avoir les données, parce que Mediapart, on est quand même habitué à ce qu'ils aient des méthodes qu'on pourrait aujourd'hui remettre en question. Pourtant, après, ce qui m'étonne, c'est que l'affaire Fillon tout à l'heure, où tu disais que le parquet national tu peux être précis, juste c'est quoi les méthodes à remettre en question ? J'ai simplement dit, et je pense que parfois c'est bien de réagir comme ça, qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas les données en main, je ne peux pas le voir. Et que parfois, il y a des excès de la justice, il y a les excès des médias. Je pense que ce qui m'étonne en revanche, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il avait été mis sur écoute, alors qu'il avait des conversations avec son avocat, c'est quand même scandaleux, et ça a été utilisé pour alimenter une enquête, eh bien, on n'a pas entendu la même bronca au niveau des hommes politiques, au niveau des journalistes. Donc j'aimerais déjà qu'on commence à revenir là-dessus et à se dire, voilà, il faut séparer les pouvoirs, il faut être capable de garantir la liberté de la presse, mais aussi la liberté de chacun vis-à-vis de son avocat, etc., sa liberté privée. Mais enfin bon... Alors,
Justement, pour embrayer, on a quand même une loi qui, pour le coup, a posé question vis-à-vis de la presse, c'est la fameuse loi fake news, dont on est obligé de parler ce soir, parce que c'est quand même une loi qui va permettre, on le rappelle à nos spectateurs, 2 choses. Alors d'abord, elle va permettre au CSA de pouvoir censurer une chaîne étrangère si elle diffuse, disent-ils, des fausses nouvelles. Et la deuxième chose que permet cette loi, c'est qu'un juge des référés, en 48 heures, puisse censurer un média sur Internet, déréférencer le site ou alors faire supprimer un contenu s'il juge que l'information est également une fausse nouvelle, une fake news ou manque d'exactitude. Toi, Eric, est-ce que tu trouves que, par exemple, cette loi, peut-être, elle est de nature à ramener de l'exactitude, de la vérité en démocratie ? Au-delà même de ce qu'il y a dans cette loi, le simple fait de l'appeler la loi anti-fake news, c'est aberrant. Parce que il y a des choses qui, à l'époque, notamment sous Mitterrand, étaient vues comme des fake news. Je pense notamment au fait qu'il aurait eu la Francisque, où après on a réalisé que c'était vrai, au fait qu'il aurait eu une fille, Mazarine, après on a réalisé que c'était vrai. Et donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est vrai ? Et même il y a la question de la religion, etc., des choses qu'on ne peut pas prouver, mais dont on doit être capable de l'exprimer en public. Et ensuite, sur la question du fond et de la loi. Comment voulez-vous qu'en 48 heures aujourd'hui, c'est pour ça que cette loi, dans le fond, elle est totalement inefficace, elle sera impossible à appliquer, c'est comment voulez-vous, en 48 heures, vérifier une information ? Lorsqu'on sort l'affaire Benalla, est-ce qu'un juge peut savoir tout de suite que c'est vrai ou que c'est faux ? Mais tout ça, ça révèle la mentalité, encore une fois, de ce gouvernement qui, tout en se disant libéral, en fait, veut juste imposer sa propre vision des choses. Et là-dessus, c'est extrêmement inquiétant. Un mot, Eric, et après on va apporter une conclusion à cette émission. Comment également vous voulez différencier la fake news de la propagande ? Quand François Hollande dit « la situation économique de la France est meilleure qu'avant », ça va mieux. C'est de la propagande. Quand Emmanuel Macron rentre de Bruxelles et dit « nous avons une formidable victoire sur les travailleurs détachés », c'est de la propagande. Et donc, à un moment donné, voilà, le citoyen, il a l'impression qu'on lui ment en permanence. Et le pire, c'est que quand on lui ment réellement, il n'y a pas de conséquences derrière. Et c'est le cas de l'affaire Benalla, où il a menti ouvertement lors de ses auditions. Et c'est ça qui scandalise le citoyen, cette idée de dire que... La différence de traitement. La différence de traitement. Et le maître Sureau avait totalement raison là-dessus lorsqu'il dit que la loi anti-casseurs n'est pas là pour limiter les violences, mais elle est là pour limiter les manifestations. Et finalement, on ne va pas s'attaquer au Black Bloc, on ne va pas s'attaquer à la corruption, entre guillemets, de certains hommes politiques ou des conseillers. On va s'attaquer aux citoyens lambda qui se contentent de venir et d'exprimer une souffrance où ça fait des années qu'ils n'en parlent pas. Et c'est ça qui vraiment me scandalise et un peu me chagrine, où je me dis que c'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent dans la rue, on les a jamais vus, il y a plein de gens qui n'ont jamais manifesté. Et les Gilets jaunes, c'est ça en fait, c'est une France qui était oubliée, cette France dont parle Christophe Guilly dans La France périphérique, et quand il l'avait fait, énormément de gens s'étaient moqués de lui. Et le problème justement, c'est que la France, il n'y a pas réellement de liberté d'expression. Et il faut comparer avec les États-Unis. Pour terminer, moi j'ai lu dernièrement un portrait dans le New York Times d'Éric Zemmour. Il était totalement à charge. On est d'accord sur Éric Zemmour, où la journaliste est allée totalement, vraiment le critiquer de A à Z. Mais elle a quand même su réaliser une chose, c'est que, dans le fond, Éric Zemmour, eh bien, il est à chaque fois condamné par la justice, où va y avoir des procès. Et cette journaliste américaine, qui pourtant est de gauche et qui est anti-Zemmour, disait « c'est quand même dingue ». En France, les journalistes, ils ont beaucoup moins de poids que nous aux États-Unis. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut être capable de raisonner, pas seulement de se dire on va essayer de lutter contre des lois, mais on va essayer de développer des médias alternatifs, d'essayer de développer aussi des nouveaux systèmes de financement. Parce que le financement de la presse par le secteur public, moi je trouve ça personnellement scandaleux quand on voit les ristournes qui ont pu être plus scandaleux que le fait que 90% des médias français sont contrôlés par 3 grosses boîtes, grosso modo. Oui, mais c'est la même chose, c'est le problème. Alors, on est d'accord. Pour que tout le monde se mette d'accord, il faut arrêter les oligopoles. On va devoir conclure, chers amis. Juste, vous avez le droit à un seul mot. Si je vous dis, quelle est la solution pour sortir par le haut de cette crise institutionnelle ? Christophe, un mot. Fiscalité locale. Pardon. Tatiana. Réalité. Eric ? Souveraineté. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, le président de la République n'a plus de pouvoir. T'avais le droit qu'à un mot. Eh ben, c'est une belle... Il a presque... Bon, c'est une belle conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et d'ici là, vous pouvez réagir sur le hashtag RT Open Mic. Salut. À la semaine prochaine.